enduit, une brique soumise au rejaillissement, des joints verticaux entre briques qui ne sont pas remplis, font que le mur, font que l'ouvrage va absorber beaucoup d'eau. Et la brique, si elle n'est pas très bien fabriquée, elle va absorber aussi beaucoup d'eau. Okay? La brique en elle-même, si elle est bien fabriquée, puisque c'est de l'argile, il y a toujours une porosité, ce n'est pas du métal, donc elle absorbe de l'eau. Mais plus elle est mal fabriquée, plus cet élément-là va être source de problèmes et il va accélérer les désordres. Donc les désordres, on va les voir plus rapidement que dans d'autres murs ou bien ouvrages fabriqués avec la très bonne brique. Donc il y a les fissures et les fentes, mauvaise répartition des contraintes de compression causées par un mortier d'épaisseur non constant. Donc ces fissures et ces fentes sont dues à un mauvais appareillage. Appareillage, ça veut dire quoi? Lorsqu'on a construit le mur a été construit non pas d'une manière homogène dans la pose des briques, dans l'épaisseur des joints. Donc, quand il y a une mauvaise construction, un mauvais appareillage, ce qu'on appelle un appareillage, ça veut dire que kiblaça ou brique avec des joints qui devraient être de même épaisseur, ce n'était pas le cas. Et dans ce cas-là, ces éléments-là vont créer une distribution des contraintes qui est non homogène. Quand on dit non homogène, ça veut dire concentration de contraintes dans certaines parties par rapport à d'autres, et donc fissuration et même éclatement de la brique. Une incompatibilité entre la brique et le mortier. On a utilisé un mortier qui n'a pas bien adhéré à la brique. Donc, ça veut dire que le mortier de joint, donc le mortier qui jointe mais bien entre les différents éléments de brique, ce sont des éléments qui vont faire dégrader cette maçonnerie. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque apparition, déflorescence, ça veut dire des petites fissures, désorganisation de la brique due à des gonflements. L'emploi de briques à forte teneur en sel, alors que celles-ci sont soumises à des venues d'eau. Parce qu'on prend de la terre, et si cette terre comportait comment dirais-je, une quantité de sel qui est non négligeable, et bien c'est celle-là qui se trouve dans la brique, donc la brique fabriquée, et bien ils vont se dissoudre par le temps, et ce sont elles, donc c'est celles-là qui vont entraîner fissuration, porosité, dégradation de la brique. La réalisation de joints avec un mortier trop riche au ciment, donc trop rigide et inadapté au module du matériau de la brique. Alors, il y a des briques que je vais relier et des briques qui ont un module d'élasticité spécifique à la brique. Donc, un module d'élasticité qui n'est pas assez important parce qu'il n'est pas assez important que celui du béton. Si je relie ces briques-là avec du mortier, ce mortier il est assez dosé, assez bien dosé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par rapport à un volume de mur, eh bien, j'ai des régions de faible élasticité qui sont la brique et d'autres régions à forte élasticité qui sont les joints de ciment. Qu'est-ce qui se passe? Par le temps, il n'y a pas une distribution de contraintes homogène parce que l'élasticité, elle est trop différente entre la brique et le joint. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans l'interface, ça veut dire les frontières entre le joint et la brique, eh bien, il va y avoir fissuration par cisaillement. Il va y avoir éclatement de l'adhérence entre le mortier et la brique, et ainsi rupture. Donc, rupture, on va voir par le temps que le ciment se casse facilement et parfois ça nous paraît bizarre. Comment ça se fait que j'ai mis un mortier de joint très bien dosé, donc normalement il doit coller très bien avec la brique.
Comment ça se fait qu'il s'est cassé? Eh bien, tout simplement parce que dans le travail mécanique du mur, eh bien, la brique, elle était plus élastique que le joint. Et dans ce cas-là, puisque le joint il a une épaisseur moindre, il va se casser facilement. OK? Donc, quand on choisit un mortier de joint, donc on doit développer une composition de manière à avoir un module élastique ou une élasticité proche entre les deux pour qu'il y ait un travail homogène, pour qu'il y ait des déformations homogènes entre la brique et le mortier de joint. C'est pour cela que dans les anciens ouvrages, par exemple à Tlemcen, dans les mosquées, on voit des briques ou bien des murs tels que les minarets, tels que les mosquées. On voit des minarets qui se tiennent bien jusqu'à présent parce qu'on a utilisé des mortiers de joint à base de chaux. La chaux n'est pas aussi solide, n'est pas aussi résistante que le ciment, mais le mortier de joint a une élasticité proche de celle de la brique. Donc c'est pour cela que nos monuments se comportent bien. OK? Si par contre j'essaie d'être plus intelligent et dire qu'au lieu d'avoir un mortier de chaux, et la chaux c'est quelque chose qui a une faible résistance, je vais l'enlever, je vais la remplacer avec du ciment. Ça, c'est une bêtise. Donc, pour qu'il y ait un meilleur comportement, il doit y avoir un respect entre les différents éléments qui composent le mur. Donc, le mortier, ça, c'est un point très important qui peut garantir la longévité, ça veut dire une vie plus longue au mur en maçonnerie. Alors le gel aussi c'est un problème. Ça existe dans les pays froids, dans les pays européens, donc les pays du Nord. Donc le gel c'est un grand problème, donc qui fait éclater la brique. Et la brique pleine en terre cuite, elle a un défaut par rapport au gel. Donc elle a un grand défaut par rapport au gel. Il y a les remontées d'humidité de sel, donc dû donc à la porosité de ces murs-là. Donc à partir du sol ou bien du sol de fondation, donc puisque c'est toujours humide, il peut y avoir des remontées capillaires, donc par capillarité, donc de l'humidité, ça veut dire l'eau. Et si cette eau, elle a des sels, donc même les sels, et ces éléments-là vont dégrader par le temps, vont dégrader la brique. Donc la brique, quand elle est attaquée par les sels, elle se dégrade, ou bien elle se dégrade par petits morceaux, ou bien elle se dégrade par une pathologie qui est appelée farinage. Farinage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la brique va devenir de la farine, donc une poudre très fine qu'on va voir qu'elle se dépose au niveau du mur. Donc ça, c'est aussi une pathologie qui est due aux sels, donc qui peuvent attaquer par le temps. Donc bien sûr, par le temps, ça veut dire que ça va prendre des décennies et ils vont dégrader la brique. L'absence et le mauvais état de chape d'étanchéité. Donc s'il y a une chape d'étanchéité ou bien un enduit qui est mal fait, donc aussi ça va accélérer tout ce qui est désordre physique ou chimique. La suppression d'un enduit de protection pour rendre des briques apparentes alors que celles-ci sont inadaptées pour cet emploi. OK? Parce que tout simplement, dans le domaine de la brique en terre cuite, il y a la brique. Il y a plusieurs types de briques, hein, même pour les fabricants et les constructeurs. Il y a la brique de construction. La brique de construction, ce sont des briques en terre cuite qui ont une très bonne résistance. Donc, ce sont des éléments avec lesquels je peux fabriquer des murs et des murs épais. Ça, c'est la brique résistante. Et cette brique résistante, généralement, on la couvre avec un enduit parce que c'est un élément porteur. Ce n'est pas un élément de décoration, c'est un élément porteur. Donc, elle a plus de résistance d'une manière mécanique, mais par rapport, elle n'a pas une esthétique assez intéressante, d'une part, et d'autre part, elle peut être attaquée chimiquement facilement, c'est-à-dire par la pollution, par l'humidité, elle peut être attaquée. Par contre, il y a d'autres types de briques
qui ont une meilleure résistance aux éléments de la pollution, aux dégradations chimiques, mais qui ne sont pas résistantes. C'est-à-dire ce sont des briques de décoration. Les briques que maintenant on fabrique, donc on fabrique en Algérie ou bien en majorité dans le monde, ce sont plus des briques de décoration que des briques de construction. Parce que les briques de construction, elles ont une résistance à la compression bien plus grande que celle des briques actuelles. Si, par exemple, je suis dans le cadre de la restauration d'un pont en briques, eh ben, je peux faire la demande aux fabricants et les fabricants de briques pleines peuvent ajuster la composition et aussi les éléments de la fabrication de telle manière à vous fournir des briques de construction, donc des briques résistantes. OK? Donc, les fabricants de briques, donc de briques en terre cuite, maintenant, ils ont la maîtrise d'après une commande bien définie. Et aussi, parmi les causes, une méthode de nettoyage agressif. Par exemple, si je vais faire un nettoyage de la brique, parfois on utilise des appareils ou bien des outils assez hard, donc assez durs, assez agressifs par rapport à la brique. Et au lieu de les nettoyer, on va les dégrader. Donc parfois, quand on demande à des entreprises qui ne sont pas spécialisées ou bien à des ouvriers qui ne sont pas spécialisés, leur demandant de nettoyer un mur en briques pleines, parfois, ils n'ont pas l'approche. Donc l'approche, ça veut dire qu'ils n'ont pas la philosophie de faire un nettoyage doux, un nettoyage soft. Parfois, on fait un nettoyage hard et dans ce cas-là, on détruit la brique au lieu de la nettoyer. Donc ça, ce sont les différents éléments qui peuvent toucher à la brique, au mur en brique, à un ouvrage en brique et ils peuvent altérer cette brique-là. Il y a les altérations des mortiers. Donc parmi les causes d'altération des mortiers de hourdage, c'est-à-dire des mortiers de joint, dans le domaine du bâtiment et du génie civil, il est possible de citer la mauvaise composition du mortier. La mauvaise composition du mortier. Le mortier, normalement, il est composé de sable et d'un lion. OK? Parfois, le sable, il est mal choisi ou bien on a pris un mauvais sable. Et ce sable-là, on va trouver qu'il y a une présence de la terre. Et l'argile avec le lion peut causer des problèmes, donc des problèmes de fabrication de ce mortier. On va trouver une pâte et quand elle sèche, elle devient solide, mais avec un moindre choc, elle va se casser. Donc la présence de la terre, du plâtre dans le mélange lors de la réalisation peut diminuer les propriétés et les caractéristiques demandées du mortier de jonc. Il y a l'érosion. Donc l'érosion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mortier, par le temps, il est érodé par l'eau courante, par les eaux pluviales. Donc l'eau pluviale, c'est une eau qui tombe du ciel. D'une part, elle est chargée. Qu'est-ce que ça veut dire elle est chargée? Donc elle est chargée par les gaz qui se trouvent dans l'atmosphère. Ces gaz-là peuvent être agressifs, ça peut être des gaz de sel, donc de sel marin, ça peut être des polluants, des acides, et donc ils peuvent par le temps éroder, donc casser à une échelle millimétrique ou bien microscopique le mortier de joint et le casser par la suite. Il y a la dissolution des composants du mortier. Donc la dissolution de la chaux ou bien du carbonate de chaux par les eaux pures et acides. Donc c'est une dissolution due aux acides qui se trouvent dans l'eau. Il y a l'absence ou le mauvais état de la chape d'étanchéité. Il y a le gel. Il y a les réactions alcali-granulats. Okay. Donc ce sont des réactions chimiques avec le sable. Donc c'est le sable parfois quand il est mal choisi, eh ben, c'est au lieu que la chaux ou bien que le liant se dissout, eh ben, c'est le sable. Donc le sable, ce n'est pas un élément
inerte, c'est un élément qui peut se dissoudre par le temps. La présence d'eau chargée en chlorure, en sulfate. Donc en chlorure, en sulfate, ça peut venir des sels marins, ça peut venir des polluants si je me trouve à côté d'une zone industrielle. Il y a le défaut d'adhérence aux pierres et aux briques. Donc, mauvaise mise en œuvre, mortier desséché, mortier rabattu, maçonnerie mal humidifiée. Alors, c'est que lors de la construction du mur ou bien de l'ouvrage, eh ben, il y a eu des erreurs de mise en œuvre. Des erreurs que les ouvriers ont ou bien utilisé un mortier de joint qui n'était pas assez humide pour qu'il y ait une meilleure adhérence avec la brique, ou bien la brique elle-même, ou bien même la pierre, parfois on les utilise non propres. Ça veut dire qu'ils sont couverts par de la poussière, elles ne sont pas nettoyées, et si ces briques-là, ou bien ces pierres ne sont pas nettoyées, elles sont sales. Cette salissure, c'est une salissure naturelle, c'est de la poussière, donc la poussière de terre, la poussière de sable. Eh bien, cette poussière va faire diminuer l'adhérence du mortier avec la brique ou bien avec la pierre. Donc, normalement, dans le cadre d'une construction d'un mur et un mur en pierre, normalement, les pierres ou bien les briques, si elles sont neuves et bien nettoyées, tant mieux. Si elles sont sales, on doit les nettoyer. Donc, on doit les nettoyer avec un jet d'eau. On doit les nettoyer. Donc, ça rentre dans l'art de la construction. C'est très important. Il ne faut pas se dire que le mortier lui-même, il est liquide. Il y a une bonne partie d'eau qui le compose et donc il va dissiper cette salissure ou bien cette poussière. Pas du tout. Donc il va y avoir diminution d'adhérence et diminution même de la résistance de ce mortier. Et ça, on peut le prouver par expérience. C'est-à-dire il faut regarder les murs par vue. C'est simplement à l'œil nu, on peut voir qu'elles sont mal construites parce qu'on n'a pas tenu compte de la propreté des matériaux de construction. Il y a une perméabilité excessive, donc de la même façon comme la brique, lorsqu'il y a une grande porosité et il y a une absorption importante de l'eau. Bien sûr, je l'ai dit et je le répète toujours, l'eau c'est l'ennemi public numéro 1. Plus il adhère, plus il peut pénétrer à l'intérieur d'un composant ou bien d'un matériau de construction, plus il est source de dislocation, source de fissure, source de dégradation d'un élément, de cet élément. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter par rapport à un point ou à un autre. Alors, il y a l'altération et désordre de fondation. Alors, lorsqu'on se retrouve au niveau d'une rivière, cette rivière, elle est permanente ou bien non permanente. Donc, quand elle est non permanente, on l'appelle web. Et ça, c'est spécifique à l'Afrique du Nord. Donc, j'ai un wed qui est sec. Lorsqu'il y a des averses pluviales, eh ben, il va être chargé et donner des crues. Et ces crues-là vont être à vitesse importante et donc elles vont dégrader le sol de fondation. OK? Donc, quand il y a un écoulement, donc ça, ce sont des photos qui vous montrent un petit peu l'érosion, comment l'écoulement de l'eau peut éroder le sol de fondation. Alors, lorsque l'eau en écoulement, même si cet écoulement il est laminaire et non pas tourbillonnaire, lorsqu'il se trouve avec un obstacle dans sa circulation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet obstacle va créer des courants tourbillonnaires. Des courants tourbillonnaires où la vitesse elle est augmentée et la vitesse elle est même verticale. Et cette vitesse fait que, puisque le sol de fondation c'est un sol granulaire,
même s'il est cohérent, même s'il a une bonne cohésion, eh ben, ces vitesses, ces courants d'eau vont éroder, donc vont éroder et créer des trous et des vides tout autour de cet obstacle. Donc cet obstacle, en général, c'est une pile intermédiaire. En plus, si la pile, elle est en maçonnerie de pierre ou bien de briques, bien sûr, elle peut le dégrader facilement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a érosion. Qui dit érosion, ça veut dire un mouvement de fondation. Et qui dit mouvement de fondation, ça veut dire tassement, tassement différentiel, et donc rupture. Donc, c'est pour cela que les constructeurs en général prennent en considération beaucoup la protection de ces piles-là. Donc, la protection, comment? C'est que je fais une pile et je la protège tout autour. Par le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On créait un massif en maçonnerie de pierre tout autour de la pile, au niveau, c'est-à-dire au-dessus du sol de fondation. Et ainsi, je vais empêcher toute érosion du sol autour du pied de la pile. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait l'ancrage des pales planches. Donc, on crée des pales planches tout autour de la fondation de la pile de telle manière qu'il n'y a pas érosion. Donc, il y a plusieurs possibilités de protéger les piles, donc les piles des ponts en maçonnerie de pierre de telle manière qu'il n'y ait pas une érosion. Parce que cette érosion, elle travaille dans le temps. Ce n'est pas en une seule crue ou bien en 2 crues ou 10 crues qu'il va y avoir instabilité de la pile, mais c'est par le temps parce que ce sont des ouvrages anciens qui doivent durer au minimum 1 siècle, 2 siècles. Et dans ce cas-là, si on ne les protège pas, eh ben, il viendra un jour où on sera surpris par un problème, par une instabilité, mais cette instabilité, elle a pris tout son temps pour qu'elle se réalise. Donc, il faut faire attention. Donc, altération et désordre des fondations. En général, il faut considérer que les fondations des ouvrages en maçonnerie situés en site aquatique sont fragiles et sensibles aux agressions de l'environnement hydraulique. Un ouvrage de franchissement d'un cours d'eau, ça veut dire une rivière, a une interaction sur celui-ci en induisant des pertes de charge, un exhaussement de niveau de crue. Donc, l'exhaussement, ça veut dire que les nouveaux niveaux de crue vont être de plus en plus importantes. Et des pertes de charge, ça veut dire des pertes de pression au niveau du pied de la pile. Par voie de conséquence, le cours d'eau agresse le franchissement. Le franchissement, ça veut dire le pied de la pile. Le cours d'eau agresse le franchissement, par exemple en affouillant ses fondations. Donc, ce qu'on appelle opération d'affouillement. Affouillement, ça veut dire que ça va créer une fouille. Une fouille par érosion du sol, par érosion donc du sol tout autour de la pile. Ça, on l'appelle affouillement. Les agressions sont amplifiées par les autres aménagements réalisés dans les lits du cours d'eau ainsi que par transformation urbaine et agricole sur son bassin versant car tous les éléments modifiant les conditions d'écoulement du cours d'eau. Donc, si je mets donc tout ce qui a une influence sur cette rivière, eh ben, il peut accélérer ce problème ou bien ces agressions. Le fait de mettre une petite industrie à côté, donc je vais avoir une eau chargée chimiquement. Donc, je peux le faire dans plusieurs manières. Hein. Donc, s'il y a une activité urbaine ou agricole à côté, on a toujours des eaux chargées. Agricole, elle est chargée par quoi? Elle est chargée par tout ce qui est pesticides, tout ce qui est engrais, et ce sont des éléments chimiques. Donc, qui peuvent dégrader le sol de fondation, qui peuvent dégrader la pile elle-même, si elle est en maçonnerie, si elle est même en béton. Donc, tous ces éléments-là, il faut les prendre en considération. La surveillance d'un ouvrage se doit d'intégrer tous les aménagements et toutes les transformations qui peuvent modifier le cours d'eau à l'amont comme à l'aval et provoquer des interactions et dommages de l'ouvrage.
il faut anticiper les problèmes et non les subir. Donc, si je suis maître d'ouvrage, si je travaille dans la direction des travaux publics, donc je suis la première institution qui doit protéger le patrimoine des ouvrages d'art qui se trouvent dans ma zone, dans ma circonscription. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, s'il y a un aménagement quelque part qui peut agir d'une manière indirecte sur l'ouvrage, eh bien, il faut bien réfléchir, il faut bien arrêter, donner son accord ou bien son désaccord. Donc, ce sont des éléments qui peuvent accélérer ces aménagements, qui peuvent accélérer les dégradations au niveau d'un ouvrage. Il y a les affouillements généralisés du lit. Donc, il y a un affouillement, au lieu qu'il soit au niveau de la pile, c'est tout le lit de la rivière. Donc, on l'a vu, on a vu parfois des rivières sur une décennie, sur 2 décennies, elles avaient 2 mètres, 3 mètres de profondeur et ça a augmenté de plus d'1 mètre, de plus de 2 mètres. Donc, quand le lit quand la profondeur augmente, ça veut dire que le lit il a diminué. Ici, le lit diminue, ça veut dire que maintenant, eh ben, la fondation de ma pile, elle peut être dénudée. Donc, elle peut être apparente. Elle était enfouie dans la terre, elle n'est plus enfouie dans la terre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je peux déstabiliser mon sol de fondation. Les magie la fondation et donc je peux déstabiliser ma pile, déstabiliser mon ouvrage. Donc ça, c'est aussi un élément. C'est un élément de la nature. Donc c'est pour cela qu'en général, quand on construit des ouvrages sur des lits web avec des piles intermédiaires, généralement on fait des pieux. On fait des pieux même si le sol, c'est un bon sol. Même si le sol de fondation, c'est un très bon sol. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas que la résistance mécanique et la stabilité mécanique qui est prise en considération. Pas du tout. C'est le fait que le lit du web ou bien le lit de la rivière, eh ben, il peut être modifié par le temps, par les courants d'eau. Donc, les courants d'eau vont décaper ce sable-là, ce sol-là, et je vais avoir des profondeurs de plus en plus importantes. Donc, l'approche d'un ingénieur en ouvrage d'art, c'est de penser son ouvrage non pas comment il va travailler lorsqu'il est en fonction, mais il faut penser comment il va vivre mon ouvrage après 20 ans, 40 ans, 60 ans et 100 ans. Quels sont les différents éléments qui vont être modifiés dans son environnement et qui peuvent l'altérer. Donc l'altérer mécaniquement, l'altérer physiquement et l'altérer même chimiquement. Donc il faut penser à ça. Donc c'est pour cela qu'on fait des protections qui dépassent celles de la stabilité mécanique à elle seule. Donc c'est pour cela que vous pouvez trouver, lorsque vous allez faire des stages ou bien vous allez travailler dans des bureaux d'études, eh ben, par rapport à un sol de fondation de très bonne consistance, eh ben, l'ingénieur a préféré d'ajouter des pieux. Donc, on a fait des fondations, non pas des fondations isolées, des semelles isolées, mais des semelles, des fondations sur pieux. OK? Donc, ce sont des éléments qui peuvent nous garantir une meilleure stabilité et un comportement correct à long terme. OK? Alors, affouillement généralisé du lit. Au-delà d'une vitesse d'écoulement critique, une certaine épaisseur de sédiments meubles est mobilisée. Donc, le lit, il va perdre toute propriété mécanique, se trouve translaté vers l'aval, vers le bas. Cette profondeur d'affouillement est fonction de la granulométrie des sédiments, du débit du cours d'eau et de la hauteur d'eau. Qui dit hauteur d'eau, ça veut dire la hauteur de l'eau de la rivière au-dessus du lit, au-dessus du sol. Plus le sédiment est fin, plus il est mobilisé, donc il est mobilisé plus facilement sur de fortes épaisseurs.
Celles-ci peuvent varier entre quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. L'affouillement généralisé par perte de propriétés mécaniques des sols peut provoquer la ruine de toute fondation non protégée d'encastrement, non protégée ou encastrement insuffisant. À la fin de la crue, le fond du lit retrouve quasiment sa position avant la crue. OK? Donc ça, c'est aussi un problème pour les oueds et pour aussi les rivières. Ça peut créer. Donc, parfois, quand vous faites des visites dans des ouvrages anciens, eh ben, vous pouvez avoir la surprise de voir, hein, donc il y a pas mal de cas, surtout Fléau Plateau, hein, même dans le nord algérien, vous pouvez voir, c'est-à-dire vous avez fait une visite d'un ouvrage ancien sur un lit, sur un oued, eh ben, vous allez remarquer que la semelle de fondation, elle est apparente. Si comme l'ingénieur ou bien le constructeur a préféré de mettre cette semelle apparente, pas du tout. Cette semelle, elle était noyée, donc elle était à l'intérieur du sol, et c'est par le temps qu'il y a eu un affouillement généralisé, et la semelle est apparue. OK? Action mécanique et chimique sur les matériaux de l'ouvrage. Donc, l'eau dont l'action est aggravée par les sédiments en suspension provoque l'abrasion des matériaux avec lesquels elle rentre en contact. Les éléments en bois sont très sensibles à cette abrasion qui peut les détruire en quelques dizaines d'années. De même, certaines pierres et certains mortiers sont très sensibles à l'abrasion. De plus, l'eau dissout la chaux des mortiers, mais aussi la pierre calcaire. Enfin, l'eau corrode les métaux et les transforme en oxyde pâteux sensible à l'abrasion. Donc l'eau, il a pas mal de problèmes, donc il peut créer pas mal d'altérations. Donc au niveau de tous matériaux, ou bien pierre, brique, bois ou bien acier, qui sont les matériaux de construction des ouvrages, mais aussi l'eau peut être chargée non pas chimiquement, elle peut être chargée même physiquement. Comment ça physiquement? C'est que نشوفوا الماء parfois يكون أحمر, يكون قهوي ولا أحمر. On voit que l'eau elle est légèrement marron ou bien rouge, tout simplement parce qu'elle a été chargée par les sédiments. Donc les sédiments, ce sont les petits grains d'argile ou bien de terre ou bien de sable lors de l'écoulement de l'eau, donc par affouillement au niveau des talus, donc les talus avoisinants ou bien du lit d'oued ou bien du lit de la rivière, et bien ces petites graines, par la pression de l'eau, il va y avoir des chocs. Donc il y a des chocs et ces chocs-là sont permanents. Ces chocs-là sont très nombreux. Et ce petit choc-là, même si كاين غير l'eau والماء ما يعمل والو, pas du tout. Ces petits chocs vont dégrader mécaniquement. Donc, ils vont altérer et il va y avoir كما احنا نقولوا بالعربية يخبشها. Donc, par le temps, même s'il y a de l'eau, donc يخبشها, et ainsi on a une altération superficielle de la brique ou bien de la pierre. Donc, en plus de ça, donc l'eau peut accélérer plusieurs processus de dégradation, ou bien physique ou bien chimique. OK? Donc ça, ce sont quelques aspects d'instabilité. Donc d'instabilité au niveau d'un ouvrage en maçonnerie. Ça, c'est le cas où on a parfois des poussées d'éther. Donc des poussées d'éther au niveau des culées, des deux culées. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un soulèvement. Donc par la pression, puisqu'on a ici une voûte. Alors, les forces horizontales qui viennent un petit peu de la pression des terres sur les culées font que la voûte, puisque la voûte elle est courbe, si cette voûte elle était droite, elle était plane, elle va subir une compression. Mais puisque elle est courbe, donc c'est une voûte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces forces-là, avec le bras de levier au niveau de la clé de voûte,
Donc, vont créer un moment fléchissant. Donc, un moment fléchissant qui va solliciter cette voûte qui normalement doit travailler seulement à la compression. Donc, qui dit moment fléchissant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rupture et fissuration des zones tendues, OK? Et un léger soulèvement de l'ouvrage. Donc, si j'ai les moyens de vérifier bien la géométrie, eh bien, je vais remarquer ici des fissures. Au niveau du pied de la voûte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir des fissures aussi. Donc, des fissures dues à un écartement, dû à la rotation de ces extrémités de voûte. Donc, ce sont des éléments qu'il faut les vérifier. Hein. En observant les dégradations avec lesquelles je peux imaginer la source des résultats. Donc, l'origine de ces dégradations. Par contre, s'il y a un écartement de culée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une culée qui est en mouvement dû à une raison ou une autre, une culée par rapport à une autre, une culée, ou bien elle n'a pas bougé et la deuxième culée, elle a bougé, ou bien tout simplement une culée a bougé, mais d'une manière minimale, et la deuxième a bougé, donc elle était en mouvement d'une manière majeure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien aussi, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la voûte va s'abaisser au lieu de se soulever. Donc, l'abaissement va créer aussi des fissures, donc des fissures par traction. OK? Et ici, on va voir des fissures non pas vers le bas, mais vers le haut. Donc, la fissuration, la dégradation, lorsque je l'observe, donc d'après sa position, ça peut me donner une idée sur l'origine de cette dégradation. Donc, je n'ai pas les moyens de voir est-ce qu'il y a poussée d'éther ou bien pas poussée d'éther, ou bien tassement différentiel ou pas, mais en observant un ouvrage, s'il y a des dégradations, je peux imaginer quelle est la source, quelle est l'origine de cette dégradation. Donc ça, c'est le tassement d'une culée, donc la même chose, le tassement d'une culée par rapport à une autre, ça donne des fissures, et ces fissures-là ne sont pas centrées, elles sont excentrées par rapport à la zone qui a plus tassé. OK? Donc ça, ce sont des dégradations type dues à un tassement de la culée. Donc la deuxième, c'est l'écartement de culée, ça veut dire qu'une culée s'est écartée plus qu'une autre, donc il y a un mouvement horizontal, ça c'est un mouvement vertical. Et vous voyez un exemple ici, donc ça c'est un pont en maçonnerie de pierre, donc qui s'est dégradé dû à un tassement différentiel d'une partie d'une culée par rapport à une autre. Alors ça c'est une pile, c'est un pont qui est continu. Donc, lorsqu'il y a tassement de la pile, donc la pile intermédiaire, donc qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai des fissures en haut, donc ce sont des fissures par compression, ce qu'on appelle un arc de décharge, donc ce sont des efforts de compression. Des fissures au niveau des voûtes vers le bas, ce sont des fissures par traction. OK? La même chose au niveau des voûtes. OK? Donc, on peut l'apercevoir au niveau de cette photo. Et on le voit. Si j'observe bien, je vais faire un zoom. Eh bien, je remarque bien qu'au niveau des voûtes, il y a une légère flexion. OK? Donc, une légère flexion. La même chose ici. Donc, voici des fissures. Donc, des fissures ici. Des fissures là. OK? Qui démontrent un petit peu le tassement de la pile intermédiaire. OK? Donc, ça, c'est un autre exemple. C'est dû à un tassement d'un ouvrage, donc assez ancien, dû à des crues très importantes des rivières. OK. Donc, dernier slide. Est-ce qu'il y a des questions?
Monsieur تعاودنا علاش نزيدو دي بيو علاش نزيدو لي بيو؟ نزيدو لي بيو ماشي على خاطر لو سول دو فونداسيون، ستادير انا خدمت، انا انجينيور، عندي ان اوفراج اسم سبت باللي لو سول il est en grès, les sols de fondation il est en grès. Le grès عنده une très bonne résistance. حسبت l'importance، سبت بلي une semelle isolée, une semelle isolée sous pile تحت la pile suffisait. عرفت لي شارج، عرفت لي سوليستاسيون، اختاريت دي ديمونسيون، et ben سبت par exemple قال 10 mètres par 8 mètres c'est suffisant comme semelle isolée, hein, semelle sous pile. Mais le sol de fondation صحابين laboratoire qui داروا un rapport géotechnique، اسم كتبوا بلي le lit de wad il a un sol affouillable. C'est un sol affouillable. Affouillable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le temps, eh ben, le lit يزيد ينحفر. Donc, وحدة من زوج. Qu'est-ce que je fais? Ou bien je fais une protection par gabionnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire نخدم la semelle تاعي، la semelle تاعي elle est ancrée. Donc راها تحت الأرض 4 متر 5 متر. Donc كي خدمتها عاود طلعت لا بيل، دونك لا semelle تاعي ما تبانش. وندور عليها avec un massif en pierre. إذا شفتوهم parfois يديروا الحجرة، donc حجرة en grande quantité autour des culées surtout bien autour des piles، ويغطيوهم بشبكة الحديد. علاش هذيك الشبكة؟ باش الحجر كي يكون كاين كرو، هذوك الحجر ما يطيحوش يقبضوا بلايصهم. شكون اللي شاف عفسة كيما هادي؟ Est-ce que vous avez une idée sur le gabionnage? Oui, monsieur. Ok. Donc ça, c'est une protection. La deuxième protection, c'est quoi? Mais je dois me mettre d'accord avec le maître d'ouvrage. C'est de mettre des pieux. C'est-à-dire, ma semelle de fondation, eh ben, elle va être une semelle de liaison. Je vais mettre 2 fois 2 pieux ou les 2 fois 3 pieux, معناها 2 fils de 2 pieux ou les 2 fils de 3 pieux, bien ancrés, à une profondeur suffisante, donc suffisante même si c'était dans un bon sol, de telle manière que si par le temps, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh ben, le lit de wad va se dégrader de plus en plus et la semelle de fondation تاعي دوك تبان، eh ben, la semelle c'est une semelle de liaison